Merci. Bon, j'espère que vous n'êtes pas fatigué. Je sais que il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait des déplacements assez longs. Alors en fait, je remercie d'abord l'équipe qui a organisé donc cet événement. Je remercie l'équipe qui a organisé l'événement et je les remercie de m'avoir invité donc, pour présenter cette conférence, on va dire ce workshop, concernant donc la mise en œuvre des frameworks de machine et deep learning pour les applications web et mobiles. Donc, je vais prendre le cas de deux frameworks, à savoir TensorFlow.js pour les applications JavaScript, côté navigateur web, et Deep Learning 4J donc pour les applications Java. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, comme vous le savez, donc, dans le domaine du machine et deep learning, il y avait entre 2015 et 2017, bon, dans la majorité des cas, donc pratiquement celui qui va faire, c'est-à-dire qui souhaite faire du machine learning généralement, il fait appel à des frameworks qui sont basés sur Python, donc il y a un langage qui est très utilisé dans ce domaine-là. Mais il faut savoir c'est que depuis 2 années, c'est pratiquement cet écosystème des frameworks s'est beaucoup développé. Donc il y a plein de nouvelles, il y a plein de nouveautés à ce niveau-là. Et ce que je trouve un peu dommage parfois, c'est qu'en entreprise, c'est vrai, bon, les entreprises ont beaucoup besoin de développer des applications. Et dans la majorité des cas, on trouve des technologies comme Java, JavaScript. Il y en a beaucoup qui travaillent la partie back-end avec la technologie Java. Et la partie front-end, soit web ou bien mobile, donc on trouve souvent du JavaScript. Et après, quand on a des fonctionnalités à programmer en machine learning, il y a la grande question qui se pose, est-ce qu'on va rester dans Java, est-ce qu'on reste dans JavaScript, ou tout simplement on va virer vers une partie de l'application avec Python. Donc globalement, j'essaierai de répondre à un certain nombre de questions à ce niveau-là. Et en même temps, ça serait l'occasion, donc il y aura des démonstrations, c'est-à-dire je vais vous montrer comment créer des applications. Et en même temps, ça serait l'occasion donc de vous parler de ce que j'appelle les catalyseurs de l'intelligence artificielle, à savoir les systèmes parallèles et distribués. Alors, donc en principe, il y a un plan que j'ai caché, donc je vais l'afficher. Voilà. Alors, voilà le plan de ma présentation. Alors, dans un premier temps, donc, je vais commencer par quelques concepts de base. Donc, d'abord, quelques concepts, c'est des petits rappels sur machine et deep learning, notamment les réseaux de neurones artificiels, les différents types de réseaux de neurones artificiels. Alors, pourquoi tout simplement? C'est juste pour ceux qui n'ont pas l'occasion, qui ne sont pas initiés dans ce domaine-là. Donc, c'est pour leur donner en fait l'occasion de bien pouvoir suivre ma présentation que je vais faire. Et après, je vais parler rapidement donc, des contraintes et les problèmes qui sont posés, qui sont posés par les algorithmes, notamment d'apprentissage basés sur les réseaux de neurones. Et pourquoi on a attendu beaucoup de temps, notamment jusqu'à ces dernières années, pour voir donc, en fait, l'intelligence artificielle se concrétiser au sein des applications des entreprises. Alors, après, donc, je vais justement parler rapidement. Peut-être il y a des parties que je vais sauter dans cette partie-là, donc, parce que c'est des présentations. Je vais parler des principaux catalyseurs de l'intelligence artificielle, à savoir donc, le calcul de haute performance qui s'est passé dans les systèmes parallèles et distribués, la virtualisation, le cloud computing, le big data, IoT, applications mobiles. Et après, surtout, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des frameworks et algorithmes de machine et deep learning. Sans oublier donc en fait les réseaux télécommunications et également l'open source. Donc ça, globalement, c'est un certain nombre de points qui ont beaucoup contribué à faire, si vous voulez, développer cet aspect de l'intelligence au niveau des applications. Et donc la partie la plus importante pour moi, donc à laquelle je vais consacrer plus de temps, parce que je suis là principalement pour ça, c'est l'écosystème des frameworks de machine et deep learning. Donc je vais parler de l'architecture principalement de TensorFlow. Et après, je vais vous montrer particulièrement comment utiliser TensorFlow.js, qui est une version de TensorFlow qui est dédiée pour les applications JavaScript. Et également, en fait, un framework qui s'appelle Deep Learning 4J pour les applications Java.
Et donc ça veut dire que si vous êtes en entreprise, si la partie back-end de votre application c'est du Java, vous pouvez toujours vous appuyer sur Deep Learning 4J. Et si la partie front-end de votre application c'est du JavaScript, donc principalement vous pouvez utiliser TensorFlow JS. Alors pour la partie TensorFlow JS, je vais vous montrer comment créer des applications en utilisant le framework. C'est des applications qui sont basées sur Angular. C'est un framework qui est très utilisé pour développer des applications web et mobiles. Donc je vais vous montrer comment l'intégrer au sein de ce genre d'application. Bref, d'abord juste quelques mots sur le machine learning. Machine learning, ça veut dire l'apprentissage automatique. Bon, d'abord c'est un champ d'étude de l'intelligence artificielle. Donc c'est juste une petite branche, on va dire, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir des données expérimentales. Je ne sais pas si vous m'écoutez parce que j'ai l'impression que le son, ça coupe, non? Hein? Ça coupe? C'est bon? Donc c'est pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprentissage à partir des données expérimentales. Donc généralement c'est des données dont les entrées et les sorties sont connues. Et après, par la suite, on essaiera de faire des prédictions sur des exemples que le modèle n'a jamais vus. Donc, autrement dit, vous avez un modèle qui est basé sur des algorithmes de machine learning. Donc, au départ, on va l'entraîner avec des entrées qui sont déjà connues, des mesures qui sont connues. Et après, avec des sorties qui sont connues, ce qui va permettre au modèle de se reparamétrer, d'apprendre, bien sûr, c'est-à-dire la corrélation qui existe entre les données. Et par la suite, une fois qu'il aurait appris, on va le solliciter pour faire des prédictions, c'est-à-dire même s'il y a des données qu'il n'a pas vues auparavant, il peut faire des prédictions à ce niveau-là. Alors, ça reste une définition. Moi, je donne toujours un exemple pour quelqu'un, je dis toujours un exemple expliqué aux artisans. On va se détendre un petit peu pendant 5 minutes, juste pour voir, pour quelqu'un qui n'a... un artisan qui n'a pas un niveau d'études relativement assez important. Alors, comment expliquer ce concept de machine learning? Pour vous expliquer ça, je ne peux pas éviter de vous parler une petite épisode de mon passé, parce qu'en fait, il y a très longtemps, il y a un forgeron que je connaissais quand j'étais enfant. C'était dans notre village à l'époque. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de télécom, il n'y avait pas d'autres moyens pour voir de la technologie. Donc le seul moyen pour voir un peu de technologie, c'était d'aller regarder ce que faisait le forgeron. Et en fait, moi, ça me plaisait de temps en temps d'aller regarder un peu ce qu'il faisait, parce que ça m'impressionnait de voir qu'il manipulait beaucoup de gestes, beaucoup de réglages et rapidement, il arrive à construire des objets qui sont, on va dire, à la perfection. Mais en même temps, de temps en temps, il me posait des questions. Il en profite pour me poser des questions. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Et après, je tentais de lui expliquer des choses que j'ai appris à l'école. C'était des choses basiques, de calcul, etc. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, quand vous regardez, quand je reviens un petit peu en arrière, quand je regarde, par exemple, un forgeron, tout ce qu'il fait à la perfection, généralement, c'est tout ce qu'il fait, il est basé sur l'apprentissage. C'est-à-dire, il ne vient pas du jour au lendemain pour faire des choses à la perfection comme ça, mais généralement, c'est avec beaucoup d'expérience, beaucoup de données qu'il a vécues, et au fur et à mesure qu'à un moment donné, il fait les choses à la perfection. Et j'ai envie de dire tout simplement, si ce forgeron me pose la question, c'est quoi machine learning? J'allais lui dire, machine learning, c'est ce que tu fais. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, il est basé sur le concept de l'apprentissage. Alors, pour vous donner juste un exemple, imaginez que vous êtes un botaniste et que vous vous intéressez à déterminer la relation qui existe entre le diamètre et la hauteur des troncs d'arbres, d'une catégorie d'arbres. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de commencer à prendre des mesures. Donc, vous allez commencer à prendre des exemples. Vous mesurez, par exemple, le diamètre de l'arbre et la hauteur. Donc, vous allez prélever pour un certain nombre d'exemplaires que vous allez prendre. Vous prenez des mesures. Et après, par la suite, vous avez envie de représenter graphiquement ces données-là. Et vous allez tracer, en fait, un nuage de points avec lesquels vous représentez ces données. Et après, ce que vous allez chercher à faire, c'est de voir comment généraliser. Alors, si vous voulez généraliser, qu'est-ce que vous faites? Généralement, vous cherchez à tracer une droite sur
peut-être une courbe qui permet d'être la plus proche possible de l'ensemble des points. Alors ici, donc, c'est un cas très simple, donc c'est facile de voir qu'on peut bien dessiner une droite qui permet de représenter ce modèle. Et une fois que vous êtes arrivé à tracer cette droite-là, vous allez commencer à faire de la prédiction. Alors faire de la prédiction, c'est dire tout simplement, pour un diamètre par exemple 19, qui n'était pas, que je n'ai jamais mesuré, quelle serait la hauteur. Alors forcément, donc si vous avez donc cette droite, vous pouvez déterminer donc c'est-à-dire la hauteur associée à ce diamètre. Alors le fait de trouver cette droite qui permet de lier ces points, c'est que vous avez trouvé un modèle. Bon, un modèle d'une droite de type y égale ax plus b. Et en fait, machine learning, c'est presque la même chose, mais pour des problèmes relativement assez complexes et en utilisant des algorithmes. Alors, la phase d'apprentissage, donc c'est-à-dire dans le machine learning, donc la phase d'apprentissage, ici dans notre cas, c'est quoi? C'est chercher les valeurs de A et B, c'est-à-dire de l'équation de la droite, qui permet de définir une droite qui va coller au nuage de points. Et après, la phase de prédiction, c'est pour une entrée X quelconque, le modèle devrait être capable de calculer la sortie Y. Bon, en fait, si vous trouvez cette droite, c'est que si vous avez créé un modèle. Alors, tout à l'heure, je vais commencer à écrire des codes et je vais commencer à manipuler beaucoup de termes dans le framework. Alors, si vous cherchez à expliquer un artisan comment est-ce qu'il devrait faire pour, par exemple, trouver le paramétrage A et B, quel est l'algorithme qu'il devrait utiliser pour paramétrer ce modèle. Donc, l'algorithme peut ressembler à ça. D'abord, on va commencer par initialiser les valeurs de A et B. Donc, c'est-à-dire, pour nous, A et B, c'est des paramètres, c'est des boutons qu'on va régler. Ensuite, pour chaque ligne dans notre dataset, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement donner au modèle le diamètre de l'arbre et après, on va calculer donc la sortie Y. Alors forcément, donc, si je calcule la sortie Y en utilisant bien sûr ce modèle-là, et après, on va essayer donc de comparer la sortie Y à la sortie attendue H, qui est la hauteur qu'on devrait avoir. Par exemple, pour 10, en principe, le modèle devrait me donner par exemple 2,8. Et après, j'ai une erreur. Et après, par la suite, cette erreur-là, il faut chercher à la minimiser. Alors que pour la minimiser, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois commencer à changer le réglage de ces boutons, de façon à ce que le modèle puisse me donner donc, la sortie attendue. Alors, si vous faites pour un exemple du dataset, qu'est-ce que vous allez faire? Après, vous allez passer à la mesure suivante, c'est-à-dire la ligne suivante. Vous faites la même chose, vous calculez l'erreur, vous essayez encore de faire des petits réglages. Alors, sans doute, pour un artisan qui va faire ce travail-là, vous allez imaginer qu'il va passer beaucoup de temps à faire ces réglages pour trouver le bon réglage qui permet de généraliser. Et une fois que vous aurez fait ça pour toutes les données que vous avez dans la dataset, alors peut-être c'est pas terminé. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à refaire le même travail. C'est-à-dire vous allez revenir vers le premier élément. Et dans ce cas-là, vous êtes en train de réaliser ce qu'on appelle une nouvelle époque. C'est-à-dire notre modèle, on va à nouveau lui donner toutes les données et pour lui demander pour vérifier est-ce qu'il a suffisamment appris, est-ce que le paramétrage est bien correct. Et si vous faites ça plusieurs fois, sans doute ça devrait prendre assez de temps. Mais si vous voulez le faire un peu relativement plus rapidement, c'est là où vous allez peut-être utiliser un peu de mathématiques et un peu d'expérience. Alors pour le réglage d'un bouton, par exemple, si vous voulez, vous avez une erreur, vous voulez savoir quel est le petit réglage qu'il faut faire exactement pour que le modèle puisse prédire la bonne valeur. Alors forcément, on peut dire que A égale à la valeur actuelle plus la valeur X, c'est-à-dire l'entrée. On va multiplier par l'erreur et après on va multiplier par un coefficient mu. Alors ce coefficient, c'est ce que nous appelons la vitesse d'apprentissage. Donc généralement, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Alors pour le réglage de B, la même chose, on va faire la même chose. B égale à B plus un certain bêta fois l'erreur fois mu. Alors sauf que dans notre cas ici, bêta, c'est une valeur qui est égale à 1. C'est ce qu'on appelle dans le terme des réseaux de neurones, c'est le biais. Alors après, au lieu de régler les boutons A et B pour chaque mesure, ce qui serait assez pénible, ce qu'on peut faire par exemple, c'est de donner d'abord au modèle de faire passer plusieurs exemples et de constater quelles sont les différentes erreurs sur l'ensemble des exemples.
Une fois qu'on ne l'aurait fait pas pour un certain nombre de données, c'est à ce moment-là qu'on va essayer donc de minimiser donc l'erreur, de trouver le bon réglage qui va coller bien sûr à l'ensemble des exemples qui sont mesurés. Alors dans ce cas-là, on définit ce qu'on appelle le batch size, c'est-à-dire combien d'exemples qu'on va donner au modèle avant de commencer si vous voulez, à réajuster les poids bien sûr ou bien les paramètres de notre modèle. Alors, bon, j'ai essayé un petit peu pour quelqu'un qui n'a jamais fait du machine learning, bien sûr, ça peut lui donner des idées. Mais pour quelqu'un qui a déjà travaillé à ce niveau-là, ben, il aurait compris déjà que je suis déjà en train de parler donc des réseaux de neurones. Alors forcément, donc c'est un concept qui n'est pas nouveau, qui remonte à de nombreuses années, bien sûr. Donc en fait, un neurone artificiel, c'est quoi en fait? Donc c'est juste pour rappeler, un neurone artificiel, donc c'est une unité de calcul élémentaire, enfin, c'est une fonction mathématique qui met en relation des entrées xi avec une sortie y. Bien sûr, ces entrées-là, elles sont pondérées, c'est-à-dire le neurone, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un ensemble d'entrées xi, il va faire une sommation, chaque entrée xi, elle est pondérée par un poids, ce qu'on va appeler les poids synaptiques. Et après, par la suite, une fois qu'on fait cette somme, par la suite, il y a une fonction d'activation. Alors, cette fonction d'activation, en principe, le plus simple, c'est de dire si la somme est supérieure, par exemple, à un seuil quelconque, y égale à 1, sinon c'est 0. Alors, en réalité, c'est quoi ça? C'est une approche, si vous voulez, très simplifiée du neurone biologique qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des entrées à partir de ces connexions que nous appelons les dendrites. Et par la suite, il va émettre un signal sur son axone selon, bien sûr, ces entrées qu'il a reçues et selon les poids synaptiques de ces entrées. Alors, le premier modèle qui était utilisé, qui a été créé depuis 1957, bon, ça, je le cite parce que pour quelqu'un qui veut se lancer dans le machine et deep learning, forcément, la première des choses qui vient en tête, c'est d'implémenter ce modèle de perceptron. Donc ce modèle-là, c'est quoi en fait? C'est le même principe. Donc comme je disais, il va prendre le neurone, le perceptron, c'est un modèle, c'est un classifieur binaire qui permet de séparer deux classes. Donc le perceptron reçoit un ensemble d'entrées pondérées avec des poids bien sûr synaptiques, comme je viens de dire tout à l'heure. Il va faire une sommation donc de ces entrées. Et par la suite, il y a une fonction d'activation. Alors en fait, cette fonction d'activation, ça peut être une fonction d'activation qui doit être non linéaire. On peut utiliser un seuillage assez classique que je viens de voir, mais dans ce domaine-là, il y a beaucoup de fonctions d'activation que vous allez souvent utiliser. Les plus célèbres, les plus utilisées, il y a sigmoid, tangente hyperbolique, rectified linear unit, donc ça c'est une fonction qu'on va utiliser tout à l'heure. Et après, dans la phase d'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour chaque entrée, donc on va calculer l'erreur, c'est-à-dire l'erreur, c'est quoi? C'est la sortie du modèle, moins c'est-à-dire la sortie attendue. Et après, par la suite, donc on va recalculer les poids selon, bien sûr, cette erreur, comme je viens de dire tout à l'heure. Alors, pour nous, donc, c'est la vitesse d'apprentissage qui est une valeur entre 0 et 1. Alors ça, c'est pour un cas plus simple. Forcément, vous voyez, donc c'est pour le cas d'une droite AX plus B, bah, c'est pas assez compliqué. Mais si on a des cas assez complexes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, je prends un exemple. J'ai ici un dataset, c'est des données qui sont relatives à la prédiction du diabète. Je prends par exemple un dataset qui définit le nombre c'est-à-dire pour chaque individu, on a mesuré le nombre de grossesses, le taux de glucose dans le sang, la pression du sang, l'épaisseur de la peau, le taux d'insuline, l'indice de masse corporelle et les antécédents, bien sûr, familiales au niveau du diabète, et après il y a l'âge du patient. Ça veut dire cette fois-ci, nous avons des données, un ensemble d'entrées, nous avons 8 entrées. Alors il est clair que ici, donc, avec un seul neurone, avec un modèle linéaire, on ne peut pas bien sûr représenter ce modèle. Alors ce qu'on va faire, c'est d'aller bien sûr de connecter un ensemble de neurones et de créer ce qu'on appelle un réseau de neurones. Alors forcément, dans notre cas ici, donc, je peux par exemple dire que j'ai 8 entrées, j'ai un modèle avec une sortie ou bien deux sorties, 3 couches de neurones. Donc la première couche contient par exemple 4 neurones, la deuxième couche c'est 2 neurones, et la deuxième, la couche de sortie, donc pour moi c'est ici, donc ce qui est représenté c'est
de sortie. Donc c'est 0 pour non-diabète et 1 c'est pour dire que c'est diabète. Alors, donc quand vous avez un modèle comme ça, si vous commencez à comptabiliser, à compter le nombre de connexions, donc forcément vous allez trouver dans ce cas-là, il y a 80 connexions, ça veut dire il y aura, c'est pas 80, c'est 50 paramètres que vous devrez régler à chaque fois. Alors ce qui fait, c'est une opération qui va prendre beaucoup de temps au niveau de l'apprentissage. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin de chercher des algorithmes, des algorithmes de rétropropagation du gradient. Alors le plus utilisé, donc, c'est SGD, c'est-à-dire Stochastic Gradient Descent, ADAM, etc. Donc il y a un tas d'algorithmes que nous allons souvent utiliser à ce niveau-là. Alors pour ce cas-là, donc ça, c'est un cas relativement de machine learning. Mais pour le cas des images, alors pour le cas des images, c'est encore plus complexe. Pourquoi? Parce que si vous prenez une image en entrée, par exemple, vous prenez une image de 500 x 400 pixels, ce qui va faire 200 000 pixels en entrée. Alors ici, donc, pour le cas des images, avant, ce qu'on faisait, c'est que, comme c'est très difficile de définir un modèle de réseau de neurones qui est capable d'apprendre en quelque sorte les caractéristiques de l'image, parce que ça prenait beaucoup de temps à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on va passer d'abord par des algorithmes d'extraction des caractéristiques qui vont d'abord chercher à partir de l'image, de détecter quelques caractéristiques, comme par exemple le nombre de roues, est-ce qu'il y a des vitres, la forme est-ce qu'il y a un casque, par exemple, etc. Donc on peut extraire des caractéristiques. Et après, on va créer un modèle de réseau de neurones auquel on va donner bien sûr ces caractéristiques. Et après, par la suite, donc, il va essayer donc de faire l'apprentissage de façon à ce qu'il puisse faire de la prédiction sur bien sûr les exemples futurs. Alors, quand on fait ça, c'est qu'on est toujours dans le cadre de machine learning, c'est-à-dire on n'est pas dans des réseaux profonds, ou bien tout simplement, depuis des années maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de passer par cette étape. Pourquoi? Parce que les réseaux de neurones sont eux-mêmes capables de détecter ces caractéristiques. Alors dans ce cas-là, on va définir un réseau de neurones profond, c'est-à-dire avec beaucoup de couches, avec beaucoup de neurones. Et après, on va donner directement l'image au modèle. Et après, le modèle, lui, bon, bien sûr, il va lui-même, au fur et à mesure qu'il fait l'apprentissage, il va lui-même arriver à détecter donc ces caractéristiques. Alors, si vous faites ce genre de modèle-là, c'est que vous êtes en train d'utiliser ce qu'on appelle un MLP, c'est-à-dire Multilayer Perceptron. Donc, en principe, avec ce modèle-là pour les images, vous y arriverez, mais depuis des années, donc, il y a d'autres algorithmes qui donnent des résultats encore meilleurs. C'est les réseaux de neurones à convolution. Et dans ce cas-là, donc ça c'est les réseaux de neurones à convolution, bien sûr, donc, qui sont basés sur un principe d'utiliser un ensemble de couches. Il y a une couche de convolution qui permet de filtrer l'image, d'appliquer des filtres pour détecter des caractéristiques sur l'image. Ensuite, on va utiliser une fonction d'activation souvent qui est ReLU, qui est celle que je vous ai présentée tout à l'heure pour éliminer tous les nombres négatifs, bien sûr, au niveau de l'image. Et après, on fait d'autres couches de ce qu'on appelle de pooling, qui permet de réduire la taille de l'image. Alors ça, c'est le principe des réseaux de convolution. Avec ces modèles-là, on a trouvé que dans le cas de la détection, plutôt la reconnaissance d'images, ça donnait des résultats qui sont très intéressants. Et après, bien sûr, ce modèle, il peut être utilisé également pour le cas des signaux, des vidéos, etc., dans pas mal de domaines. Alors, donc, quand on est dans ce cas-là, on est en train de parler de ce qu'on appelle deep learning. Deep learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones profonds. Donc, il y a beaucoup de couches profondes qui vont se charger donc d'extraire les caractéristiques de l'image. Voilà. Alors cette étape-là, donc je vais la sauter. En fait, donc ça c'est pour l'explication. C'est quoi en fait? Tout ça vous pouvez le voir dans la présentation. Pour expliquer ce que c'est donc les filtres de convolution. Alors ça c'est l'application d'un filtre. Alors par la suite il y a la fonction d'activation ReLU. Et après il y a le max pooling. Alors ça, c'est peut-être à la fin, si vous avez des questions à ce niveau-là, donc je peux y revenir. Et une fois qu'on a fait ces opérations, arrive la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le Fully Connected Layer, dans lequel on va utiliser donc, en fait une couche d'un ensemble de neurones qui sont entièrement connectés. Et avec ce genre de modèle, on arrive facilement
à faire des prédictions sur des images, sur des vidéos, des signaux et des codes. Donc, et d'ailleurs, c'est la partie la plus populaire actuellement donc dans ce domaine. Il est lié donc à la réussite qui a été réalisée au niveau de ce type de réseau neuronal. Alors, avant de passer à la partie, donc l'architecture de TensorFlow, il faut juste comprendre une chose, c'est que quels sont les problèmes qui sont posés pour les réseaux neuronaux, les grands problèmes qui étaient posés, parce que tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des années que ça existait. Pour avoir un modèle qui représente plus la réalité, il faudrait d'abord choisir le bon type de modèle à utiliser, MLP, CNN, RNN, etc. Il y a plusieurs types de modèles qui sont utilisés. Il faut choisir le bon nombre de couches de neurones. Il faut également, pour chaque couche, il faut choisir le nombre de neurones adéquats, la bonne fonction d'activation, le nombre de filtres à utiliser, la taille des filtres, etc. La bonne valeur de la vitesse d'apprentissage, la bonne fonction de perte, ce qu'on appelle loss function, qui permet de calculer l'erreur à minimiser, le bon algorithme de rétropropagation, SGD, ADAM, etc. Et également, et surtout, il vous faut un dataset qui représente la réalité. Donc, autrement dit, donc, il vous faut les données, un tas de données qui permettent donc bien sûr d'entraîner le modèle. Alors, à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était très compliqué. Donc, au niveau de la recherche, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient plus à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que quelle est la machine qui est capable de faire tous ces calculs? Donc, ça prend énormément de temps pour entraîner les modèles. Alors, c'est la raison pour laquelle il fallait attendre, bien sûr, l'évolution au niveau de ce que j'appelle les catalyseurs de l'intelligence artificielle, à savoir les systèmes parallèles et distribués. Alors, ce qui se passe actuellement, donc cette partie-là, donc ce que je vais garder, c'est que c'est-à-dire depuis 2000, il y avait déjà une carte graphique qui était utilisée pour les jeux, qui sont les GPU. Alors en fait, les GPU, en fait, c'est une carte graphique qui était utilisée, dans laquelle il y a des milliers de petits microprocesseurs qui étaient utilisés au départ que pour les jeux. Et après, par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir d'un moment donné, c'est que ces cartes graphiques deviennent, si vous voulez, étaient utilisées pour faire le calcul scientifique. Et du coup, donc, NVIDIA qui avait créé c'est-à-dire cette technologie, avait ouvert les GPU pour le calcul scientifique. Et du coup, donc, on pourrait, à partir des GPU, on peut faire ce qu'on appelle le calcul massivement parallèle. Et vous savez, dans le cas des réseaux de neurones, on faisait beaucoup de calculs matriciels. Et ce calcul matriciel, c'est-à-dire occupe beaucoup c'est-à-dire demande beaucoup de temps de calcul. Et du coup, donc, le seul moyen pour accélérer le calcul, c'est d'utiliser donc ces cartes graphiques qui sont les GPU, qui est vraiment une valeur sûre actuellement. Donc, si vous voulez entraîner un modèle avec beaucoup de données, avec beaucoup de calculs, donc on aura besoin d'utiliser donc ce genre de carte. Alors, en plus de cela, une carte GPU n'est pas suffisante. Donc, on a besoin d'associer généralement plusieurs machines distribuées, donc pour accroître les performances des machines. Donc, il fallait attendre tous les développements qui se sont déroulés au niveau des systèmes distribués. Il y a plein de middleware qui ont été créés actuellement et pratiquement tout est disponible pour créer facilement donc, des applications qui permettent d'améliorer les performances au niveau de l'apprentissage. Et après, par la suite, donc, il y a plein après les systèmes distribués, donc, il y a aussi la virtualisation, le cloud computing, le big data. Et après, bien sûr, il y a les frameworks de machine learning. Donc, depuis bien sûr, avec l'avènement des GPU, en fait, les grands constructeurs comme Google avaient pris le temps. En fait, Google, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris le temps donc, de développer une implémentation parallèle, en utilisant bien sûr les GPU, des opérations de calcul de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire tout ce qui est le calcul matriciel, tout ce qui concerne le calcul matriciel. Généralement, il est parallélisé en utilisant donc bien sûr la technologie basée sur les GPU. Une fois fait ça, donc il y a le premier framework qui a été populaire, c'est TensorFlow que vous connaissez. Et bien sûr, ce framework-là, après par la suite, il y a les autres constructeurs qui ont créé leurs propres implémentations de framework. Donc c'est une histoire que vous connaissez. Donc je vais passer cette partie-là. Voilà.
Alors, si vous voulez, donc ça, c'est, vous voulez en quelque sorte un background sur ce qui s'est passé pour en arriver là. Donc, pour démarrer l'apprentissage des concepts, c'est-à-dire pour pratiquer le machine et deep learning, donc à mon avis, donc, en tout cas pour quelqu'un qui ne l'a pas fait encore, donc d'abord, c'est de créer une implémentation basique du perceptron en utilisant votre langage de préférence. Alors sur mon compte GitHub, donc en principe, il y a un certain nombre d'exemples d'applications que vous pouvez retrouver qui montrent comment faire ça. Ensuite, faire une implémentation donc d'un réseau de neurones multicouches, donc sans utiliser des frameworks. Alors ça va être très utile pour quelqu'un de comprendre ce qui se passe d'une manière générale. Alors ensuite, par la suite, vous allez commencer à utiliser bien sûr des frameworks de machine et deep learning. Alors, si vous travaillez avec la technologie Java, ce qui est très utilisé au sein des entreprises, vous pouvez opter pour le framework Deep Learning 4J, qui est développé par SkyMine. Si vous utilisez JavaScript, c'est-à-dire côté soit front-end ou bien back-end, vous devrez savoir qu'il y a une implémentation de TensorFlow qui est toute récente, ça fait une année ou quelques mois qu'elle est là, qui est utilisée également, TensorFlow.js, ou bien ML5.js que je vais vous montrer. Bien sûr, pour les gens qui travaillent avec Python, il y a TensorFlow, Keras, PyTorch, etc. Il y a plein de frameworks qui sont utilisés à ce niveau-là. Et pour les gens qui travaillent avec C++, il y a des frameworks. Donc, pour ceux qui travaillent avec .NET, il y a ML.NET. PHP, la même chose. Donc, ça veut dire, pratiquement dans tous les langages de programmation, il existe des frameworks de machine et deep learning. Donc, c'est fini de dire, voilà, pour faire machine deep learning, je devrais basculer vers Python. Vous pouvez l'utiliser, donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique. Mais du moment que votre application web et mobile utilise déjà les technologies comme Java par exemple et JavaScript, donc vous n'avez pas besoin de changer, vous avez des frameworks qui permettent de faire la même chose. Alors, TensorFlow.js, donc c'est l'architecture de TensorFlow. Alors d'abord, il faut noter une chose qui est très importante. Au moment de l'apprentissage, parce que là, vous n'allez pas le sentir, parce que quand vous travaillez des petites applications, généralement, vous pouvez faire ça dans votre machine. Mais dans la réalité, dans l'opération de l'apprentissage, vous aurez besoin du matériel assez puissant, et dans la majorité des cas, qui est basé sur des architectures massivement parallèles, c'est-à-dire les GPU. Donc déjà, il y a des architectures parallèles. Alors en fait, bien sûr, NVIDIA, pour faire de la programmation massivement parallèle sur les GPU, il y a un langage qui a été créé, il y a une API qui s'appelait CUDA, qui était codée en langage C. Alors pourquoi le langage C? Parce que tout simplement, il n'y a pas mieux que le langage C bien sûr, pour faire de la programmation bas niveau. Donc ce qui explique que CUDA, dans la base, il était développé avec C. Sauf qu'avec CUDA, on fait de la programmation sur les GPU uniquement pour le matériel de NVIDIA, c'est-à-dire de NVIDIA, mais il y en a d'autres, notamment AMD et d'autres qui ont créé d'autres GPU. C'est pour cela qu'il y a OpenCL. OpenCL, la même chose, on peut faire de la programmation massivement parallèle avec OpenCL, sauf qu'avec OpenCL, c'est cross-platform, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un GPU NVIDIA, donc quel que soit le type de GPU, donc ça va marcher. Alors après, il y a une API de bas niveau qui est développée en langage C, de TensorFlow. Et après, par la suite, donc, il y a des API haut niveau. Donc, la plus réputée, c'est celle qui est développée avec Python, C++, Java. Mais celle qui était très exploitée, c'est plutôt avec Python. Et après, vous avez un framework que vous connaissez également peut-être, c'est Keras, qui permet encore de faciliter beaucoup la création et l'entraînement des modèles. Alors ça, c'est connu. Alors maintenant, ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'il y avait un standard qui s'appelait OpenGL, qui était créé principalement pour également exploiter les GPU dans le cas pour faire l'accélération des calculs parallèles. Alors il y a un standard qui s'appelle WebGL, qui est basé sur OpenGL, qui est mis en œuvre, ce qui a permis de développer une version de TensorFlow mais en JavaScript. Alors c'est ce que je vous présente là, c'est TensorFlow.js. Alors en fait, TensorFlow.js, donc il se compose de parties. Il y a ce qu'on appelle Core API, donc c'est la partie qui permet donc de faire que je vais vous présenter. De toute façon, je vais la détailler. Et après, il y a Layer API qui permet de créer des modèles d'apprentissage. Et si vous voulez encore faire les choses avec moins de code, plus facilement, vous pouvez réutiliser des modèles qui sont déjà pré-entraînés.
Et vous pouvez utiliser Emil5.js qui permet de faire bien sûr ce travail-là. Alors ça c'est, on va dire, l'architecture globale. Alors nous, ce que je vais vous montrer, c'est comment travailler avec TensorFlow.js, notamment pour créer des applications de machine et deep learning. Et par la suite, je vais vous montrer pour le cas de Deep Learning 4J. Bien. Alors, pour travailler ça, j'ai préparé d'abord avec TensorFlow.js. Donc, il faut juste connaître, en fait, pour intégrer TensorFlow.js dans une application, dans une page HTML, ben, c'est très simple. Vous pouvez juste faire le lien vers un fichier JavaScript. C'est tf.min.js. Alors, une fois que vous avez TensorFlow.js, donc, comme je disais, dans TensorFlow, il y a deux parties. Il y a Core API qui permet d'utiliser ce qu'on appelle les tensors. En fait, un tensor, c'est quoi? Ben, c'est une structure qui peut représenter un scalaire, un tableau, une matrice, un vecteur, une matrice de D, 3D, donc c'est une structure de données. Mais cette structure de données, il y a des opérations de calcul de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire il y a des opérations qui permettent de faire le produit des matrices, déterminant des matrices, donc tous les calculs qui coûtaient beaucoup de temps dans le calcul. Ces opérations-là utilisent directement les GPU. Donc si votre machine dispose d'un GPU, automatiquement il va l'exploiter pour accélérer les calculs. Alors pour créer un tensor avec du JavaScript, donc on a juste besoin d'utiliser tf.tensor. On va spécifier les données. Par exemple, ici, donc, c'est un tableau de données. Ça, c'est le premier paramètre, c'est un tableau. Mais après, vous spécifiez le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle chip. Chip, c'est la forme de... Alors, comme c'est une matrice, par exemple, de 2 lignes, 3 colonnes, donc je vais indiquer que ces données-là, ben, ça représente une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Alors, j'ai un deuxième tensor T2 que je crée. Alors, je veux, par exemple, faire la transposée d'une matrice, donc vous utilisez T1.transpose. Donc, c'est une opération qui permet, comme je disais, donc si c'est une grande matrice, ici vous avez un GPU, ça va être fait d'une manière très rapide. Mais si vous êtes dans une machine là où il n'y a pas de GPU, vous allez attendre beaucoup de temps, peut-être pour faire ce genre d'opération. Par exemple, pour faire le calcul entre des matrices, donc vous pouvez utiliser math multiplication, etc. Et sans oublier qu'à la fin, les tenseurs, comme ça occupe de l'espace mémoire dans les GPU, il faudrait libérer les tenseurs, donc l'espace mémoire occupé par les tenseurs. Donc il existe deux manières de faire. Donc soit vous faites appel à la méthode dispose, qui permet donc de libérer un tenseur, ou bien vous pouvez utiliser donc une méthode tidy. Tout ce que vous mettez à l'intérieur de tf-tidy, c'est-à-dire dès que vous terminez le calcul, tous les tenseurs que vous créez, donc ils vont être libérés. Donc deux manières de faire. Alors voilà l'exemple. Maintenant, pour créer les modèles. Alors vous voulez créer un modèle de réseau de neurones. Donc vous pouvez utiliser donc tf.séquentiel. Donc déjà pour créer un modèle séquentiel, ça veut dire c'est un modèle dont chaque couche va se servir comme entrée d'une autre couche suivante. Alors par la suite, vous pouvez ajouter des couches à ce modèle, notamment en utilisant la méthode add. Alors en fait, il existe plusieurs types de couches. Alors si vous voulez la couche fully connected, c'est-à-dire dans laquelle vous avez tous les neurones, sont connectés aux neurones de la couche suivante, c'est ce qu'on appelle dense. Donc c'est ce que vous voyez là. Et là, je peux spécifier le nombre de neurones. Par exemple, ici, c'est 5 neurones. La fonction d'activation, c'est sigmoid. Input shape, c'est 2, c'est-à-dire il y a 2 entrées. Je vais ajouter une autre couche de sortie. Il est de type dense. Le nombre de neurones, c'est 1. La fonction d'activation, c'est toujours sigmoid. Après, par la suite, il y a l'entraînement. Avant de faire l'entraînement, il faut d'abord compiler le modèle. Alors, quand on compile le modèle, on va spécifier 2 informations. Donc, d'abord, ce qu'on appelle l'optimizer, dans lequel on spécifie quel est l'algorithme qu'on va utiliser, que vous allez utiliser pour la minimisation de l'erreur. Et après, loss, pour spécifier quel type d'erreur que vous voulez minimiser. Alors, par exemple, ici, j'ai choisi donc mean squared error, c'est-à-dire l'erreur quadratique. Ben, c'est pareil. Après, une fois que vous avez donc compilé le modèle, il y a l'entraînement. Alors pour l'entraînement, donc vous avez besoin d'un dataset. Par exemple ici XS, YS. Donc ça c'est XS, c'est juste des données aléatoires. YS, c'est des sorties qui correspondent à ces entrées. Et je vais spécifier ce qu'on appelle le nombre d'époques. Le nombre d'époques, rappelez-vous bien,
parce que mon dataset ne contient pas beaucoup de données. Ça veut dire que c'est les mêmes données que je vais utiliser pour reprendre l'opération de l'apprentissage plusieurs fois. Et après, par la suite, vous pouvez donc lancer l'apprentissage avec la méthode fit. Alors fit, donc vous lui donnez donc XS en entrée, YS en sortie. Et après, par la suite, donc vous avez à spécifier des paramètres. Le nombre d'époques qu'on va utiliser et des callbacks, notamment si vous voulez loguer des informations pour chaque époque, vous pouvez le faire dans cette procédure. Et après, l'étape suivante, c'est la prédiction. Alors pour la prédiction, donc vous avez besoin, donc vous avez un data par exemple en entrée. Alors pour le faire, donc on va utiliser créer donc le tensor qui représente le input. Et après, on va faire appel à la méthode de predict. Donc input, donc ce qui permet de faire la prédiction. Et par la suite, donc on peut récupérer donc la donnée qui est prédite. Alors ça c'est juste quelques portions de code, mais tout ça on va le voir ici dans un exemple que je vais vous montrer. Voilà, alors l'exemple que je vais vous présenter est le suivant. Donc, bon, c'est une application qui est basée sur Angular. Est-ce que parmi vous, il y en a ceux qui ont déjà utilisé Angular? Angular Framework, non? Alors en fait, bon, ça c'est pourquoi je parle bien Angular, parce que c'est très important. Si vous êtes en entreprise, vous voulez développer des applications web, en fait, ou encore mobiles, vous avez des frameworks les plus connus, il y a Angular et notamment React, donc c'est des frameworks qui sont utilisés. Donc si vous travaillez avec Angular, donc ce que je vous montre là, c'est comment intégrer donc TensorFlow.js au sein des applications basées sur Angular. Alors voilà ce que je vais faire. Donc dans l'exemple, en principe, je présente d'abord des opérations classiques, comment créer des tenseurs, faire des opérations sur les tenseurs. Donc ça va vous donner des idées si vous voulez vous-même créer votre propre algorithme d'apprentissage. Et dans la deuxième partie, donc, je vais créer un modèle, je vais l'entraîner, et après, par la suite, donc, on va essayer de faire des prédictions. Bon, c'est l'exemple que je prends là, donc c'est juste un exemple simple. Et après, par la suite, je vais prendre un exemple dans lequel je vais utiliser de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un modèle qui est pré-entraîné. Donc, on va utiliser ml5.js. On va charger un modèle qui est déjà pré-entraîné, qui est très, très utilisé, qui s'appelle MobileNet. Avec ce modèle-là, une fois qu'il est chargé, on peut facilement, avec la caméra, donc on peut présenter des objets. À la caméra, on va faire des captures. On va entraîner le modèle et après, par la suite, et vous allez voir assez rapidement que votre modèle il est capable de détecter des caractéristiques. Vous lui présentez un objet, après, il peut détecter quel type d'objet s'agit-il. Donc, vous voyez, pour faire ce genre d'application, tout à l'heure, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de code, mais tout simplement grâce à des outils comme ml5.js. Bien. Alors, donc pour ce qui est la partie démonstration,